Alors, je suis un chorégraphe très célèbre. Non, je rigole. Je suis un chorégraphe, ce qu'on appelle plutôt, qui travaille plutôt dans la recherche, qui essaie de pousser les limites de la danse et qui a une relation très analytique. Et j'ai commencé à travailler il y a 30 ans, au début, mi-temps des années 90. Euh, où j'ai fait le travail que j'avais à faire, qui me semblait être intéressant. Et ce travail, même il y a eu très peu, ah mince, pardon, s'il a eu très peu de succès public au début, a été très très soutenu par un réseau de festivals à travers et de théâtres à travers le monde. C'est-à-dire que j'étais pas, par exemple, j'ai travaillé à Paris, mais j'étais pas beaucoup invité en France, en région ou des choses comme ça. Mais par contre, j'ai tout de suite été invité à Bruxelles, puis à Berlin, puis à Copenhague, puis à New York, puis et dans le monde entier. Donc c'est assez important ça parce que je crois que cette reconnaissance internationale, elle était en parallèle avec ce qu'on appelle depuis la globalisation. C'est-à-dire que historiquement, j'ai bénéficié d'une nouvelle manière de se, de voyager en fait, hein, parce que à cause de voyages de moins en moins chers qui ont permis que même si j'intéressais peu de monde à Séoul, je pouvais aller à Séoul avec des danseurs pour jouer pour 150 personnes par exemple. Bon, ça à l'époque on comprenait pas, on trouvait ça juste. Euh, et puis et puis justement, c'est ce qui s'est passé en 2003 quand j'étais dans un avion. Je rentrais de tournée de Melbourne et on était 20 danseurs en tournée. Enfin, il y avait 20 danseurs plus moi, les techniciens, etc. Et je lis dans, je sais plus, les journaux à bord, c'était sans doute Libé ou Le Monde. Et je lis qu'il y a des problèmes de CO2 et qu'il faut que les citoyens français, les citoyens plutôt, en tout cas c'était un journal français, devaient diminuer leur empreinte carbone. Et je me retourne comme ça et je vois qu'on était 20 dans 24 en fait dans cet avion et on partait pour un voyage de, je crois, de 24 heures. Et là, ça a été la première prise de conscience. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Oui, et puis moi, je voilà, je lis les journaux et je crois souvent à ce qu'ils racontent. En tout cas, j'ai cru à cette histoire et je me suis dit, il faut changer ça. Et dans l'avion, j'ai pensé qu'on allait devoir maintenant, à la place de faire voyager les 24 personnes qui s'occupaient de ce spectacle, qu'il fallait, j'ai eu cette idée qu'on n'en enverrait plus que deux qui iraient dans la ville où le spectacle était invité et où il le remontrait, ce qu'on appelle remonter, c'est-à-dire recommencer les répétitions avec ce qu'on appelle des castes locaux, en engageant des gens sur la ville. Donc ça a été une chose assez importante pour moi par rapport aux avions. Et puis la situation, à partir de 2003, je devenais de plus en plus attentif, je crois, aux signes. Ça a été ça a duré quelques 15 ans, jusqu'à les choses ne s'amélioreront pas, les choses devenant de plus en plus visibles. Par exemple, dans ce milieu d'artistes internationaux, qui leur succès vient du fait qu'ils sont partout tout le temps, une espèce de jet set artistique. Quand on entend parler d'un nouvel artiste, on dit il vient d'où?
Et par exemple, je me rappelle d'avoir une anecdote, ça c'est un théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre de la Ville, pour ceux qui connaissent, et la directrice du théâtre me dit: «Ah, ça va t'intéresser, j'ai fait venir un spectacle sur l'écologie.» Ah, je dis: «Ah, c'est très bien.» Et puis j'ai dit: «Ah, ils viennent d'où?» Et elle me dit: «D'Australie.» Et là, je suis resté comme ça, j'ai eu un blanc, j'ai pas trouvé de réponse, mais j'ai senti que quelque chose ne fonctionnait pas. Et j'ai rien dit. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, là, on a vraiment un problème. Et voilà, ça, c'est une sorte d'historique de ma prise de conscience jusqu'à 2019, où j'ai décidé tout d'un coup qu'on ne prendrait plus l'avion. Que ni moi, ni ma compagnie, de radicaliser encore plus la chose et de dire voilà, maintenant c'est trop grave. Mon travail, le travail artistique qui est très très important pour moi. Moi, j'ai été structuré par l'art, je crois beaucoup à l'art. Je crois que c'est une des plus belles choses du monde. euh, et donc l'art devait aussi être, en tout cas le mien, il pouvait pas, voilà, continuer le business. Parce que moi, c'était mon business. Mon business, comme je l'ai expliqué avant, c'était une reconnaissance internationale. La danse, elle voyage beaucoup parce qu'il n'y a pas les langages, etc., les différents langages. Et véritablement, mon business, en tout cas, pour être plus juste, mon économie, elle repose sur les tournées internationales. Et, et là, je décide que voilà, il faut trouver un autre système. Je ne sais pas lequel, mais je prends la décision. Et là, tout le monde dans le milieu devient dingue autour de moi, me prend pour un fou. Ce milieu, toute cette communauté à laquelle j'appartenais d'artistes internationaux, évidemment, ma position devient critique de leurs propres activités. Donc un grand mouvement un grand mouvement, n'exagérons pas. En tout cas, pas mal de personnalités m'attaquent en disant que voilà, que c'était absurde ce que je fais, tout ça, que je suis là un ayatollah vert, enfin, tout ce qu'on entend depuis des années. Et, euh, et je me dis donc que je vais arrêter et que je vais être un militant de base, que je vais arrêter d'être cet artiste que j'étais et que je vais pas pouvoir faire autrement et que je vais arrêter mon travail. Trouver un autre peut-être, je sais pas. En tout cas, j'ai pas eu le temps d'aller plus que ça parce que à l'époque où j'ai pris cette décision, je faisais un spectacle à Paris sur Isadora Duncan, la chorégraphe états-unienne du début du XXe siècle. Euh, et comme elle était américaine, je me suis dit, ah mais ça serait bien d'en faire une autre version de cette pièce pour une seule danseuse qui jouait Isadora Duncan, qui dansait les chorégraphies d'Isadora Duncan. Je me suis dit, tiens, comme j'avais beaucoup de théâtre, j'avais beaucoup travaillé aux États-Unis, à New York, je me dis, je vais faire une version avec une autre danseuse qui sera à New York, et les répétitions, on les fera en visio. Alors, tout le monde dit, oh, bah, c'est pas possible, c'est horrible, tu sens pas la danseuse, tu sens pas le... Bref, je dis, écoutez, c'est comme ça, je peux pas y aller. Oui, mais c'est quand même le numérique, tu te rends pas compte, c'est quand même la visio. Je dis, écoutez, entre mes allers-retours ou l'aller-retour de la danseuse en Boeing 747 de New York à Paris, puis je fais le calcul. Et donc, à l'époque, je me rappelle, il y avait que, j'avais essayé de faire des recherches pour savoir, parce que comme j'étais attaqué continuellement, ah, mais c'est pas vrai, pardon, mon téléphone, j'étais attaqué continuellement, chercher la petite bête, hein, on essayait de, je,
il fallait des calculs. Je me rappelle que le seul, en faisant des recherches, c'était le seul qui avait fait, c'était Jean Covici, en fait. Mais il y avait des chiffres de n'importe quoi. C'était encore très très difficile de quantifier l'empreinte d'une session de visio. Et donc j'ai trouvé les financements, les gens étaient d'accord. J'ai trouvé une danseuse extraordinaire à New York. Elle était contente, on est arrivé, c'était vachement intéressant. C'est-à-dire que je répétais l'après-midi dans un théâtre à Paris. Et ensuite, je rentrais chez moi et j'ouvrais l'ordinateur et je faisais la même répétition à New York. Et je pensais que ça serait très ennuyeux de refaire 2 fois la même chose, mais en fait, ça n'a jamais été 2 fois la même chose, parce que 2 danseuses, c'est jamais les mêmes. Elles dansent un peu différemment. Une fait un mouvement comme ça, l'autre fait le même, mais avec une autre idée. Ça a été tout à fait passionnant. Enfin, c'était impensable jusqu'à ce moment-là d'avoir dans la même journée 2 danseuses sur 2 continents. Euh, et donc voilà, c'était une expérimentation. Et moi, je m'étais dit, voilà, mon travail va finir avec cette pièce. Et à ce moment-là, il y a la journaliste, une des journalistes de danse du New York Times, qui est le journal de New York, américain très important, qui a entendu parler de ce type de répétition et qui a voulu faire une interview. Moi, je la connaissais, j'ai donné plusieurs interviews avant, à New York ou ailleurs. Et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment vous faites? C'est pas possible. Et je lui explique. Et elle, bon, le New York Times, c'est un des journaux les plus sérieux, c'est-à-dire elle va vérifier tout ce que je dis, elle va voir si d'autres artistes font ça, elle s'aperçoit qu'il y a une metteuse en scène anglaise, Katie Mitchell, qui aussi ne voyage pas. Moi, j'étais pas au courant. Elle apprend qu'il y a une salle de concert à Gothenburg, en Suède, qui n'invite les artistes que, enfin, dans le contrat, c'est qu'ils viennent en train. Personne ne vient en avion. Vous débrouillez, on vous invite, mais vous viendrez en train. Et donc, elle fait son boulot, vraiment, la grande classe du journalisme anglo-saxon, c'est-à-dire vraiment. Et elle va chercher d'autres exemples, puisque tout à coup, elle sent qu'il y a un sujet, est-ce que les artistes sont pas en train de faire voilà, des choses un peu différemment. Et, et, et là, il se passe une chose incroyable, c'est que tout d'un coup, l'article sort, et là, je m'aperçois que tous les autres journalistes dans le monde lisent le New York Times, puisque l'article est repris, ou l'idée de l'article est reprise dans le monde entier. C'est-à-dire mes occurrences Internet, sont multipliées par 10. Je comprends pas, et il y a des articles sur moi aux Philippines où j'ai jamais foutu les pieds, en disant le French dance star stop flying. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces trucs, comme si c'était. Et je vois ça et demande d'interview patapoum d'endroits que je connais pas, et surtout le plus intéressant pour moi, c'était que j'étais passé c'était pas des interviews sur ma pratique artistique. D'habitude, c'est ce que je donne, c'est même là où je peux parler un petit peu et encore de mon travail d'art, de danse. Mais là, c'est les pages plutôt actualité, planète, etc. Et moi, et tout d'un coup, il y a une espèce comment dire, moi qui croyais que j'allais arrêter, au contraire, à cause de cet article, je suis relancé dans enfin, j'avais pas abandonné encore, mais voilà, une sorte d'intérêt pour mon travail. Et donc là, je me dis, mais alors là, c'est vraiment intéressant. Il faut que je reste
est-ce que vaut mieux que je reste un espèce je vois que mon geste, qui est finalement un geste plus symbolique, que je décide de pas arrêter de pas prendre l'avion, c'était avec le retour, pardon, avec comment on appelle ça, la distance. Maintenant, ça fait 5 ans. C'était, en général, moi, je résous mes problèmes dans les travaux artistiques. Quand j'ai un problème politique ou personnel, ça prend quelques mois, quelques années, et l'œuvre, je vais formaliser avec l'art ce problème. Là, la décision de ne pas prendre l'avion, elle n'était pas artistique, elle était pragmatique. Et je vais pas, parce qu'après, moi, j'ai plein d'amis qui disent, oui, mais moi, je vais faire un spectacle contre la pollution à Tokyo. J'en ai plein qui le font. C'est ça. C'est comme, toute proportion gardée, c'est comme les cinéastes qui disent, oui, mais j'ai besoin que l'actrice, voilà, c'est un peu le même type d'attitude, c'est-à-dire, on utilise des moyens qui sont contraires à la réalité, en fait. Hein. Donc là, c'était pragmatique. Et c'était un moyen, parce que je voyais pas comment j'allais pouvoir travailler sur ce sujet-là. Il fallait prendre une décision très radicale et dire voilà, la situation l'exige et je vais pas me mettre au-dessus du reste de la population en disant moi comme les artistes le font beaucoup et je trouve ça vraiment dégueulasse. Personnellement, j'aime pas beaucoup les artistes. De dire bah non mais moi je fais de l'art donc moi j'ai le droit de voyager pour dire la chose. Hein. Donc ça c'est vraiment un angle mort du champ artistique où ils se disent non mais si je vais le dire c'est bon je peux prendre. Donc pour moi ça c'est insupportable. Et donc pour terminer l'histoire, je travaille, je mets au point ces répétitions en visio. Alors évidemment, je vous cache pas que je perds des choses. En l'occurrence, je perds principalement l'espace. En 2D, j'ai une perception beaucoup moins grande de quand je suis dans le théâtre où je déplace la danseuse ou le danseur à droite, à gauche, derrière, devant, bah bon. Donc là, je m'en suis aperçu assez vite. C'était un petit problème, surtout pour la chorégraphie. C'était quand même. Mais voilà, enfin, il était hors de question. Enfin voilà, rien. On perd toujours quelque chose. Enfin, là, j'avais pas de CO2, mais je perdais un peu d'espace, c'est sûr. Mais c'était mieux ça que polluer, il me semble. Donc voilà, j'ai compris certaines faiblesses. Je pense qu'avec la technologie, ça va s'arranger. J'en suis presque sûr. Ça va prendre un peu de temps. Ce qui est assez beau, c'est que ça devient plus des collaborations. Moi, je viens d'une histoire de la danse du chorégraphe qui maîtrise, qui est presque en surplomb, même si j'ai beaucoup critiqué cette position, mais quand même, je me suis aperçu que je continue à être dans cette position-là. Donc, ça devient plus des collaborations. Et je dois avoir plus confiance avec le danseur qui est à Tokyo ou les danseurs qui sont à Buenos Aires. Et surtout, ce qui s'est passé par contre, c'est que quelques mois après ma décision, il y a eu la Covid. Donc tout s'est arrêté, sauf moi. Puisque tout d'un coup, tous les théâtres du monde enfin pas tous, mais ceux qui avaient entendu parler m'ont appelé en me disant nous on peut pas sortir à Taïwan, personne ne peut venir, est-ce que tu peux nous faire une pièce pour dans 2 mois? Bah ouais, parce que moi je suis coincé à Paris, je peux rien faire et donc je veux bien travailler. Et donc j'ai travaillé dans cet endroit-là où on est là, ma cuisine. Je travaillais en Asie le matin. Ensuite l'après-midi, je changeais, j'étais en Europe, en Italie.
C'était l'époque où c'était bloqué en Italie. On m'avait demandé une pièce en Italie. Et l'après-midi, j'ai travaillé en Amérique du Sud, à Buenos Aires. Et moi, j'ai pas arrêté de travailler. Euh, et c'était super pour moi parce que j'étais coincé dans mon appartement et j'aime bien travailler. Et là, à ce moment-là, voilà, d'autres personnes se sont mis à faire ça. Et on s'est adapté. On- Et ça a changé ce qu'on appelle l'esthétique. Et moi, j'aime bien ça. Devoir penser différemment. C'était le truc avec la Chine, ça a été très fort parce que c'était Shanghai. Moi, j'ai mis le masque, par exemple, un mois avant que le gouvernement nous dise de mettre le masque. Parce que je faisais la CPS avec cette chinoise qui, raconte... qui me racontait tout au jour le jour et qui me disait mets le masque, mets le masque. Et donc j'ai commencé à sortir le masque et tout le monde me regardait comme ça. Bon, comme si, oui, presque c'est une image un peu symbolique de la journée, du soleil qui, de cette avance sur la, mais bon, là je deviens un peu, c'est hors de propos là, mais disons que j'étais un peu en avance sur, j'avais des infos avant les autres, quoi. C'est très bizarre. Et voilà, et depuis je fais des pièces, ce que j'appelle, je réfléchis. Maintenant, je fais des pièces sur l'écologie. Je viens de faire une pièce ce qui était une commande du Louvre, qu'on a fait à l'automne, qui s'appelait Danse non humaine. C'est-à-dire que j'ai regardé à travers l'histoire de la danse, qu'est-ce qu'il y avait comme c'était le Louvre, l'histoire de l'art. Je me suis posé la question de comment le non-humain avait été représenté dans la danse depuis Louis XIV, c'est le roi Soleil qui a dansé le soleil, jusqu'à il n'y a pas trop longtemps, Pina Bausch et des jeunes gens qui sont beaucoup plus encore inconnus, mais qui la jeunesse est plus créative là-dessus. Euh, donc, ce que je voulais dire, c'est que finalement, maintenant, le sujet des pièces, ce que je vous ai dit, c'était pragmatique, ne pas prendre l'avion. Maintenant, le sujet des pièces, qui est quand même mon boulot, c'est mon boulot de regarder ce qui va pas et d'essayer de le mettre en forme sur une scène, pour que les gens puissent, pendant une heure et demie, suivre une pensée et la comprendre. Et là, c'est une histoire de la danse du non-humain, et c'est-à-dire qu'on regarde le passé à partir de notre présent. De toute façon, on ne peut faire que ça. On peut jamais regarder le passé du passé. On regarde toujours du présent. C'est irréductible, le présent. Et voilà. Et puis là, on part en tournée en train à Berlin, à Stockholm. Donc, ce qui a été aussi assez chiant pour les théâtres, parce que ça leur coûte plus d'argent. Mais pour l'instant, ils disent OK. Pour l'instant, ils disent OK. Et, et voilà. Et moi, je suis de plus en plus invité pour d'autres raisons qu'avant. Il y a un sujet et je vois beaucoup de greenwashing. Par contre, ils m'invitent et ensuite ils vont venir la compagnie de Corée avec 50 danseurs pour 3 spectacles, quoi. Mais alors, je peux pas, je peux pas tout gérer, loin de là. Et donc à chaque fois, c'est des tractations avec des gens, un shifter qui s'appelle Samuel Valenzi, qui, avec qui qui est beaucoup plus outillé que moi. Et à chaque fois que j'ai un problème, je lui pose la question de savoir si je dois le voir, enfin si je dois faire cette chose-là, comment je peux la faire différemment, si je dois refuser.
Euh, voilà. Et ça va. Je sais pas très bien comment vous te dire, mais en tout cas, je travaille. Et je travaille là-dessus. Et c'est fou cette histoire. Moi, enfin, on est beaucoup à être dans le spectacle. J'ai un frangin qui est musicien. Il y a un moment où il avait voulu tout arrêter pour d'autres raisons, hein, mais et finalement ça l'a rattrapé tout ça. Mais là, c'est marrant que ça passe par ouais, juste une réponse à ce pragmatisme qui fait finalement retourner dans le travail, dans la Ouais, culture. Je connaissais ouais. pas cette histoire. Je suis épaté, quoi. Franchement. Ouais, ouais, c'est ce qui s'est passé. Moi, je n'avais pas du tout pensé. Franchement, je pensais que j'allais rejoindre Extinction Rebellion, j'allais faire des choses comme ça, hein. Et parce que je pense vraiment, enfin parce que dans mon milieu, c'est vraiment, surtout ma génération, c'est horrible quoi. Tous mes amis, les gens que j'ai adorés et tout ça. Donc cette génération des cinquantenaires, soixantenaires, qui veulent pas bouger le petit doigt. Alors que c'est des gens hyper politisés, intelligents, tout ça, et, et ils continuent comme ils peuvent pas remettre en question le truc. Par contre, les jeunes gens sont en train de d'être beaucoup plus actifs, quoi, au niveau plus créatif, comme je disais tout à l'heure. Euh, voilà, c'est un pardon. Non, pardon, j'allais proposer aux uns et aux autres qui Oui, veulent poser des questions de ne pas oui. hésiter, s'ils le souhaitent, de rallumer leur caméra et de poser des questions. Moi, il m'en vient une, c'est surtout, je pense à tous les danseurs avec qui tu dois travailler depuis longtemps, qui bah, se retrouvent un peu au chômage par cette décision, sans doute, certains d'entre eux, ou pas, ou est-ce que... Alors, moi, je travaille ce qu'on appelle, sans connaître, l'intermittence. C'est-à-dire que j'ai pas de compagnie continuellement. Je change suivant les projets, suivant ce que les danseurs savent faire ou pas faire. Je prends donc ça n'a pas été tout d'un coup un arrêt des choses. Euh, et surtout, j'en fais travailler ailleurs. Eh oui, Ah oui, ça c'est ça que je peux répondre. Je dis que de toute façon la pièce chinoise, elle était à Shanghai, c'était une commande du Centre Pompidou à Shanghai. Euh, et ont été les premiers à accepter parce que tout d'un coup, quand ils m'ont invité à faire ce festival sur mon travail, enfin montrer plein de choses, j'ai dit mais moi je bouge pas. Il me dit oui oui on est au courant, on est au courant. Fais ce que tu as fait. Et d'ailleurs justement, puisque tu dis ça, on aimerait bien une collaboration. C'est-à-dire avec un artiste chinois. J'ai fait, bah, c'est parfait puisque j'ai besoin au moins, pour l'instant j'ai travaillé avec beaucoup de solos. C'est plus facile quand on est comme ça sur la visio. Avec beaucoup de danseurs, je pense que ça peut être un peu compliqué, mais de toute façon on est en train je dis on parce qu'on est d'autres à faire ça maintenant, de réfléchir ensemble à comment utiliser ce médium-là et d'arriver à quand même produire des choses. Et ça, moi, je vous ai dit au début que j'étais un chorégraphe qui travaillait plutôt sur l'expérimental et des choses comme ça, plutôt qu'un savoir-faire. Et donc, cette situation-là, elle est juste pour moi. C'est-à-dire, on expérimente et on sait pas ce que ça donne. Mais moi, ça fait 30 ans que je travaille comme ça. Je sais pas ce que vont être mes spectacles. Ils vont être peut-être complètement nuls. Mais j'accepte, c'est normal. Euh, pourquoi on disait ça? ah, Irfan, Oui, tu veux poser une question? oui, allez-y. Oui, bonjour et merci pour cette présentation. J'avais envie de vous interroger sur, je crois que c'était début 2021, euh, il y a eu un échange de lettres ou de messages entre vous et Lázaro Gabino Rodriguez, qui est un artiste mexicain qui réagissait à ce que lui, en tout cas, avait compris comme étant, au-delà d'un choix personnel, une invitation ou une injonction à l'ensemble des artistes
de faire un choix équivalent. Et il argumentait depuis sa position d'artiste du Sud global, pour lesquels il argumentait sur le fait que l'inégale répartition des ressources faisait que pour certains artistes dans le Sud global, la possibilité même de continuer à vivre de leur art dépend de l'accès au marché européen et que donc il y avait une question de justice climatique qui se posait dans ce choix. Il me semble, pour avoir suivi ça d'un peu loin à ce moment-là, mais pour m'être repenché un peu dessus il n'y a pas longtemps, que ça a donné lieu à un discours ou à un échange qui s'apparentait presque à un peu un dialogue de sourds. Et c'est pas un jugement, mais c'est quelque chose que je ressens assez profondément aujourd'hui, hein, dans l'impuissance qu'a le secteur aussi à se poser la question des limites qu'il se fixe à lui-même, de l'abandon d'un certain nombre de privilèges, mais aussi à penser, quand je dis fixer des limites, ça peut aussi se fixer des limites pour que d'autres puissent peut-être, dans des positions moins privilégiées, puissent peut-être continuer à accéder aux ressources qui sont celles qu'on concentre en Europe. Ma question est, comment vous regardez cet échange et avec un peu de recul, avec 2-3 ans de recul, comment vous reviendriez là-dessus? Moi, écoutez, moi, c'est vrai que j'ai pris la décision pour moi, parce qu'elle était vraiment personnelle. Elle était vraiment, elle était ce qu'on appelait là, enfin, c'était pour aller mieux, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas de, donc c'était moi qui décidais, et plein de gens l'ont pris comme si je disais à tout le monde, il faut plus prendre l'avion. Ce qui est le cas, mais je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Donc moi je parle, je veux dire, c'était une réaction très très émotionnelle, très radicale, que je regrette des fois maintenant. Et certains jours je dis mais tu es dingue. Pourquoi tu as hurlé ça? Ouais, au début c'était même pas hurlé. C'est vrai que c'est cet article qui a pris des proportions. Je me rappelle plus très bien comment. Mais moi, je pense moi, par exemple, si vous voulez, moi, c'était un truc, c'était l'agriculture qui m'a fait comprendre ça. Quand j'allais chercher l'agriculture, la culture, et donc, par exemple, moi, je vais pas voir quand un spectacle arrive de l'autre bout du monde, je vais pas le voir parce que je me sens pas bien dans la salle. Donc, chacun a à résoudre son problème. Moi, il se trouve que je vais pouvoir survivre là à cause de mes histoires de visio que j'ai mis en place, d'assistants, de ce qu'on appelle des pièces déléguées maintenant. C'est-à-dire, je délègue les pièces, elles sont mises en scène via un protocole, et cette technologie et des textes et des vidéos que les compagnies ou les artistes reçoivent à Mexico ou ailleurs. Moi, après, je suis privilégié. C'est ce qu'on m'a reproché beaucoup parce que j'étais célèbre et que j'avais un réseau. Mais ce qui est vraiment tarte, c'est que moi je vois plein de gamins qui le faisaient avant moi. Quand je dis gamins, des gens plus jeunes, inconnus surtout, et il y a plein de gens qui font ça déjà, qui réfléchissent à organiser une compagnie de danse sans avion, par exemple. Plein. Ok. Minorité. Mais en tout cas, il y a d'autres personnes qui font ça. Mais moi, c'est vrai que je peux pas, j'achète pas mes légumes
qui arrivent de l'autre bout du monde. Je vois pas pourquoi j'irais voir des spectacles qui arrivent de l'autre bout du monde. Mais tout simplement parce que j'ai une nouvelle, un nouveau mode de perception du monde, des nouveaux savoirs, et presque une nouvelle épistémologie pour être pédant, qui fait que je suis végane et je mange pas telle chose, et il y a des choses qui me font pas plaisir de manger. Et il y a des spectacles dont je ne peux pas éprouver d'abord, je ne peux pas éprouver la profondeur, si je sais que, ils sont tous, et donc je regarde maintenant, comme quand je suis chez mon épicier, je regarde d'où viennent les légumes. Et je regarde, parce que je n'ai, mais, j'ai peut-être déjà dit, mais je n'éprouve plus il y a quelque chose qui se ferme en moi par rapport à l'œuvre qui est proposée. Et je me suis aperçu au fur et à mesure. Mais j'ai pas de solution, moi, par rapport à la situation au Mexique. Je sais pas ce qu'ils préfèrent. En plus, ce qui est drôle, c'est que j'étais à Vienne il y a quelque temps et là, c'était à cause de Covid. Il était pas venu, il apprenait à des artistes viennois la pièce qu'ils auraient dû venir faire. Bon, c'était assez ironique, mais je comprends, mais j'ai pas de solution. Hein. De toute façon, j'ai très peu de solutions. J'ai une solution à partir de ma position, et elle doit être discutée et critiquée. Mais personnellement, je pense par exemple, si vous voulez, je vois beaucoup de spectacles. Bon là, c'est vraiment, je suis pas gentil, mais si les programmateurs, ce qu'on appelle les gens qui choisissent les spectacles, regardez, il y a vraiment des spectacles ils savent très bien qu'ils vendent les tickets parce que ça vient de Montevideo. Des spectacles, moi j'en vois qui sont faits à Chimay-Mazarin, qui sont exactement les mêmes. Mais, et ça ils le savent, tout le monde le sait, que si, on le sait tous, nous-mêmes, on va être plus intéressés, on va penser que c'est, comme on dit en français, nul n'est prophète en son pays. Il y a un côté sexy, un côté exotique, un côté d'une chose qui vient de loin. Mais ça, c'était le monde d'avant. Pour moi, c'est plus ça. Au contraire, si ça vient de loin, c'est très très problématique. Et il faut réfléchir à comment évidemment garder des relations et apprendre de situations différentes. Mais la danse, le spectacle vivant et ces tournées internationales sont une catastrophe. Enfin, c'est vraiment très très grave, quoi, ce qui se passe. En tout cas, c'est dans mon milieu, quoi. Dans mon milieu, c'est le pire, la pire dépense, quoi. Si ça t'embête pas, je vais passer la parole à Maxime qui avait une question. Oui, bonjour, merci pour cette histoire qui est assez fantastique. Moi, j'adore la danse, donc ça fait plaisir qu'il y a en fait la possibilité que ça continue. Donc ça, c'est top. Ouais. Justement, j'aimerais comprendre, j'ai deux questions qui me viennent. J'aimerais comprendre finalement, toi, ton parcours sur 20 ans, on voit qu'il y a une conversion. Mais quel a été le moment, le déclic, la perception, parce qu'on a eu l'article en 2003, mais c'est pas suffisant. En 2019, c'est là qu'il se passe quelque chose. J'ai pas vu ou entendu. Non, je voulais pas vous ennuyer. Je voulais pas vous ennuyer parce que je pense que vous êtes passé aussi par ça si vous êtes là. Je sais pas. Non, mais peut-être. Hein, c'est des bouts de choses. C'est vraiment. Et en plus, ça me passionne ça de voir comment on peut. Parce que moi, j'étais plutôt un artiste de l'art pour l'art. Enfin, même si mon art était critique et tout ça, mais quand même,
j'aimais les trucs abstraits, qui soient des pures références formelles, etc. Et maintenant, ça m'est insupportable. Je suis en train de remettre en cause toute l'histoire de la danse qui m'a formé et que j'ai aimé. En fait, de toute façon, c'est une révolution pour chacun de nous, je crois. Donc, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu cet article, il y a eu cette conversation avec la directrice du théâtre de la ville. Il y en avait une que j'avais oubliée, j'avais cet ami, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Tino Segal, qui est un artiste qui a fait une carrière internationale très forte, qui était un danseur et qui est passé, qui a compris que c'était beaucoup plus intéressant et il serait beaucoup plus puissant dans le champ des arts plastiques. Et il a fait des sortes de performances dans les musées, c'est-à-dire il fait pas d'œuvres parce que il veut pas produire d'objets. Donc, lui, il est d'origine anglo-allemande et il était chez les Verts en Allemagne à l'âge de 17 ans, il militait déjà. Et quand il a intégré le monde des musées et des galeries, parce qu'il vendait ses pièces qui n'existent pas. Il n'y a pas d'objet, c'est des protocoles pour les activer avec des humains qui ont des actions à faire, ils chantent, ils peuvent danser, il y a plein de modalités. Lui, on comprenait pas pourquoi il nous rejoignait pas, on tournait en avion, il prenait toujours le train, et puis il prenait... Et Tino, donc, et petit à petit, on a compris que c'était pour ça. Mais il l'a pas déclaré, comme un geste politique. Il a toujours laissé le flou. Et après, je lui en ai parlé. Je pense que lui, s'il n'avait pas fait ça, je pense que j'aurais pas fait ça, moi. Et moi, j'ai cette profonde expérience que des artistes, des militantes sont des figures d'identification. Ça peut être aussi des personnages de fiction, par exemple, dans le théâtre, qui nous structurent et qui nous montrent d'une manière un peu grossière le bien et le mal. Au fond, ça revient toujours à ça. Et je sais qu'on fonctionne comme ça, nous en tant qu'humains, on fonctionne que par des figures d'identification, ou au contraire, on veut pas devenir ça. On veut devenir tel humain, mais tel type d'humain, mais pas tel type ou tel autre type. Donc je pense que Tino, ça a été important. Et d'ailleurs, après, donc comme moi donc la décision, si vous voulez le savoir, elle est un peu ridicule, mais la décision, et ça je me rappelle que c'était ici, c'est-à-dire je suis à la maison, moi d'une manière inconsciente, j'avais arrêté de voyager. Bon, ça a été caché parce que j'étais devenu père, et donc je croyais que je voyageais plus parce que je voulais rester avec ma fille à Paris. Et en fait, je me suis aperçu que c'était aussi que moi je voyageais pas et je mettais les danseurs dans les avions. En tout cas, ils étaient devenus des assistants puisque maintenant on engageait les gens sur place. Les assistants et tout d'un coup un soir, voilà, c'était un soir on dirait je sais pas si ça vous intéresse, mais je vais la faire vite. En février à Paris. Et je regarde quelle température il va faire cette nuit, et j'essaie de faire des économies de sérieux, et j'essaie de mettre pile poil les radiateurs de l'appartement dans lequel je suis là. Et je suis là comme ça, un peu plus, numéro 2, non, numéro 3, 2 et demi. Et à ce moment-là, et moi j'ai un appartement qui donne sur le dernier étage, et à ce moment-là, alors que je suis en train de faire mon petit truc comme ça, je m'aperçois que, précisément à ce moment-là, dans cette nuit-là, il y a 2 assistantes qui reviennent de Hong Kong
et 2 qui viennent de décoller à Roissy pour partir à Lima. Et là, je me dis, bon, je vois que je me mens à moi-même. Là, comme ça, chez moi, je vais économiser, mais en même temps, l'extension de moi, c'est l'art, c'est ce que je produis dans la société. Et là, et allons-y. Et c'est à ce moment-là, je dis, bon, là, il faut être beaucoup plus radical et j'en arrête. Voilà, vous vouliez savoir. J'ai un peu honte. J'avais une deuxième question, je vais enchaîner parce que ça me paraissait super important. C'est en quoi cette position-là a influencé d'autres et influence les spectateurs. Enfin, c'est ça, exactement. Non, c'est ça. Et puis moi, je suis à un âge, si vous voulez, où j'ai eu de la chance, j'ai fait ce que je voulais faire, j'étais un homme blanc en France où le moindre truc, j'ai eu le ministère de la Culture qui me disait vous avez aucun succès, mais on va vous donner de l'argent parce que nous on pense que c'est intéressant. Et les gens huaient au spectacle. J'ai fait plein de spectacles avec très peu de succès public. Donc j'ai eu des privilèges insensés. Et je me suis dit, bon là c'est fini et il faut payer. et sans doute, et des fois je me dis que c'est sans doute, et j'aime bien le mot geste, parce que moi c'est mon travail de faire des gestes. Et en fait, on dit aussi dans le langage parlé, faire un geste, j'ai fait ce geste de plus prendre l'avion, et je me suis dit, sur le moment, c'était pour ma propre survie mentale, mais des fois, je me dis, parce qu'ensuite, j'ai recommencé ma psychanalyse, hein, vu le tohu-bohu que ça a provoqué, donc ça m'a beaucoup, heureusement, ça m'a beaucoup aidé, et je me suis dit, j'ai fait un geste, et ça me fait très plaisir ce que vous venez de dire, parce que effectivement, j'ai reçu des choses, j'ai eu des identifications de certains artistes, certains résistants, certaines héroïnes. Eh bien, je dois, moi aussi, peut-être, avec ce geste, espérons que d'autres, parce que c'est comme ça que se fait la culture, c'est comme ça que se fait même nos vies. Et si bien que avec l'analyste, j'ai essayé de comprendre pourquoi moi qui avais été si peu politisé, tout d'un coup j'avais pris cette décision. Et je l'ai fait chier des heures et des heures, comme on fait en analyse. Et puis un jour, je me suis dit mais il faut chercher dans les mythes. Les mythes, on dit qu'ils sont structurés. Alors je regarde les mythes qui m'importent dans la mythologie grecque, je trouve rien, tout ça. Et je réfléchis encore et je me dis, non mais si moi le mythe fondateur de ce que je disais tout à l'heure entre le bien et le mal, alors est-ce que c'est ma famille, est-ce que c'est l'école, les écoles dans lesquelles je suis allé qui m'ont raconté cette histoire, les livres que j'ai lus, c'est la question de la Seconde Guerre mondiale en France, de la résistance. Et là tout d'un coup je savais que c'était ça, c'est-à-dire que ce qui inconsciemment me structure, c'est où je vois le bien et le mal, c'est-à-dire que c'est clair, les mythes ça sert à rendre clair les choses. C'est des récits, vous parlez de nouveaux récits tout à l'heure avant le début, c'est pour ça qu'il faut qu'on crée des nouveaux récits, de nouvelles épistémologies, de nouvelles ontologies, et là c'était clair que c'était ça. C'était clair que c'était ce qui m'a permis Et donc, ces gens-là, ces résistants qui ont sauvé notre liberté, je me dis que moi, voilà, je dois être un résistant aussi. Alors, là, ne vous moquez pas de moi, mais je sais pas si je le suis, mais en tout cas, je prends position.
Alors, j'aime bien parce que c'est que des mots de danse. Prendre position, faire un geste. Euh, et que Pardon, c'est clairement la sensation que ça donne, que tu es résistant et même à Hmm, l'initiative d'une résistance, quoi. Je me permets de t'interrompre pour donner la ouais, parole encore à quelqu'un d'autre, à Rémi qui a levé la main pour poser une question, excuse-moi. mais je t'en- Oui, vous m'entendez bien? Oui, Oui, ok. Bonjour Jérôme. Il y a plein de choses que je pense que vous avez déjà répondu aux questions que j'allais vous poser. Euh, donc ça va être plus peut-être une réflexion qui est, j'ai l'impression de voir beaucoup de choses qui se rapprochent dans euh, la manière dont vous pensez et dont vous faites, du coup, dont vous faites vivre vos œuvres. On dirait qu'il y a beaucoup de choses dans le fond et dans la forme qui sont venues se mélanger. Vous avez dit que maintenant vous parlez beaucoup plus d'écologie, euh, alors que votre approche, votre démarche, elle était écologie à la base. Vous parlez de décision qui est pragmatique, qui a mis votre, votre sujet, en fait, ce que vous abordez. Oui, 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 oui. vous m'entendez? très mal. Le son est pas très agréable, mais on comprend ce que tu dis à peu près. Pardon. Ok. Non, oui, donc ce que je disais, c'est que il y a apparemment dans votre background quelque chose un peu du- de- d'un art qui va être expérimental, qui va pouvoir évoluer de manière très flexible. Je pense que ça a beaucoup nourri votre geste, puisque c'est vraiment ça, c'est un geste artistique. Euh, et ma question, c'était, quand vous avez dit qu'il y a des gens qui autour de vous, au moment où vous avez pris cette décision, qui ont été sceptiques, même parfois un peu violemment secoués, est-ce qu'il y a parmi ces gens de personnes qui créaient avec une approche quelque chose qui était aussi de l'ordre expérimental, qui avait ce rapport-là, parce que j'ai l'impression que quand on crée et qu'on est dans cette recherche de forme continuelle et qu'on se base sur notre quotidien, sur notre rapport au monde pour créer, il y a quelque chose, le déclic que vous avez eu, il a été à un moment et ça a nourri votre inspiration et votre façon de créer. Et je me demandais si d'autres artistes ayant cette flexibilité, on a dit, dans la création, euh, ont eux eu d'autres arguments pour continuer la façon de penser comme avant, à prendre l'avion et avoir tous ces vieux réflexes, on va dire, de comment on crée. Euh, voilà, je ne sais pas si. En fait, si j'ai bien compris, oui, il y a beaucoup de tentatives encore, je dis chez tout le monde, parce que moi, mon monde se réduit à ces gens-là, les autres ne m'intéressent plus. Je veux soutenir cela, je les appelle, je les invite, je fais des festivals. Il y a, hum, il y a plein de tentatives différentes. Il y a ceux qui s'occupent dans le champ du spectacle vivant, la question du décor, c'est la catastrophe. Tout le monde est comme ça. Ils sont tous verts donc l'opéra, c'est la catastrophe. L'opéra, par exemple, de Paris, est en train de se demander, plutôt que d'inviter des danseurs du monde entier pour faire un casse comme tout opéra aujourd'hui se doit de faire, d'avoir les meilleures voix du monde. Et donc, c'est vraiment toujours cette histoire le monde est un village et on les fait venir, peu importe. Donc, par exemple, l'Opéra de Paris est en train de se poser la question s'ils font pas une compagnie locale, locale, parisienne. Et pendant, je sais pas, 2 ans, ils pourraient avoir les chanteurs et ils resteraient, ils chantent. Donc, voilà, ça, c'est des choses. Là, je prends le niveau des grandes institutions. Donc, donc moi, je suis ça de très près. Je me dis, mais évidemment, il y a rien qui m'enchante plus que parce que c'est vraiment, pour moi, c'est de l'art, ça, de trouver des nouveaux systèmes.
c'est l'invention humaine, c'est créatif, quoi. C'est remettre en question des trucs qu'on croyait qui étaient comme ça et qui pourraient jamais changer. Ce que j'ai vu aussi d'assez... Alors, il y a beaucoup, par exemple, en danse, alors il y a plein d'erreurs. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme si on était dans une enfance de l'art. C'est-à-dire que la situation est tellement nouvelle, tellement fracassante, les gens de bonne volonté se tapent la tête contre les murs. On voit des spectacles catastrophiques. Principalement, il y a une tendance, c'est le rituel. Le rituel sur scène. C'est-à-dire tout le monde dit, ah oui, mais alors, donc on amène on va danser dans les forêts aussi. Beaucoup dans les forêts. On jette les feuilles. Bref. Donc ça, c'est la tendance rétro, je sais pas comment l'appeler. Et si on lit 2-3 livres, on sait que le rituel, il est intéressant s'il est partagé. Mais d'être assis, comme dans le théâtre occidental, dans le noir, et de regarder des gens faire un rituel, c'est pas un rituel. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins intéressant que de le faire. Bon. Après, il y a les amis de Notre-Dame-des-Landes, les activistes, qui m'enjoignent de les rejoindre et de produire, plutôt que de faire des spectacles, de mettre ma créativité au profit de l'action directe. Donc il y a tout un éventail de recherche. Moi, je sais que ce qui se passe de plus excitant, c'est, je sais pas si ça va faire sens, mais le rassemblement de pratiques différentes. C'est-à-dire, moi, les gens les plus intéressants, mais sans doute parce que c'est aussi moi, comme j'étais très très perdu en 2019 et que tous les gens autour de moi, de mon milieu, avec des empreintes carbone pas possibles, d'artistes super à la mode, qui allaient déjeuner à l'autre bout du monde, hein, je me suis senti seul et cette chose, ça a été la philosophie. Ça a été, qui m'a sorti qui m'a aidé oui, la philosophie, c'est ça, hein, l'ami de la sagesse. Donc, il m'a permis, et donc je pense à Baptiste Morisot, je pense à Vinciane Després, je pense à David Abraham, je pense à tous ces gens, Val Plumwood, Donna Haraway, et moi je fais partie d'un milieu là, avec Nastasia Martin, des choses comme ça, où on se rencontre avec différents champs. Par exemple, Morisot, il travaille sur les animaux, qui était une chose très peu traitée en philosophie. Il va voir des éleveurs, il va voir des paysans, qui a été très peu traité en philosophie. Donc, on voit une sorte de... On cherche voilà, on se rassemble alors qu'on a des pratiques très très différentes les uns des autres. Et tous les anthropologues, quelques écrivains, les militants, les activistes. Ça, c'est une chose qui était tout à fait nouvelle. Je dois dire que c'est très très exaltant. C'est un monde d'une richesse. Enfin, moi, ma vie est plus riche. Elle est dure parce qu'elle se passe dans une angoisse. Mais les liens qui se sont formés, où on allait se retrouver, peut-être parce qu'on est une minorité, je sais pas encore très bien comment expliquer ça, mais c'est ce que je vois dernièrement, et j'ai organisé un événement au Centre national de la danse, où je suis artiste associé pendant 2 ans, et j'ai invité, et ça a été extrêmement riche parce que on avait des spectacles, mais aussi des conférences, mais aussi de visiter, de voir un ornithologue qui nous a montré les oiseaux qui sont là, enfin qui vivent autour
de ce Centre national de la danse, qui est une chose en béton atroce des années 70, d'un idéal qui s'est effondré évidemment. Et c'était extrêmement exaltant. On n'aurait vu que des spectacles de danse, ça aurait été vraiment chiant. Et le fait que moi j'avais proposé à la directrice de dire, écoute, moi ma vie elle est plus que la danse, elle est avec des scolas, elle est avec Saison de Mingoile, elle est avec des historiens de l'art, je veux inviter ces gens-là. Elle m'a dit, ok, je veux inviter des gens de Notre-Dame-des-Landes qui ont écrit. Et moi je les ai connus par les livres seulement, hein. Je fais pas partie de ces milieux. Et je les ai rassemblés et on a passé des journées. Il y avait une richesse des angles de vue. Il y avait plus de compétition parce qu'on n'était pas sur le même champ. Je sais pas comment dire. Bref, là je réfléchis à voix haute, hein, les amis. Voilà ce que je peux te dire par rapport à votre question de... Oui, ben merci, c'était un peu la réponse à des choses que je pensais. Et puis, en fait, ça fait sens, le fait que votre démarche, finalement, comme je disais, un peu dans le fond et de la forme, vienne à se mélanger, que vous élargissiez aussi un peu, d'une certaine manière, le champ d'intervention et que d'autres personnes vous rejoignent et qui pensent la même chose et que vous, c'est votre façon de faire et eux, c'est leur façon d'agir et que les choses avancent comme ça avec cette vision commune qui reste. Oui, vous avez raison. J'ai l'impression que en deux mots, j'ai l'impression que c'est plus maintenant un sujet qui nous rejoint. Et on est tellement peu à être, on se sent, on a besoin d'être ensemble. Et tout le monde se sent un peu seul, je pense, quand on passe de l'autre côté, disons, de cette limite, de cette frontière, et donc on se retrouve et on fait communauté, et ils viennent voir les spectacles, et Nastasia Martin, elle vient voir au Louvre, et elle voit la danse des lions, et elle essaie de respirer comme eux, alors que c'est à regarder de cette danse, mais elle se met à respirer. Il y a ce sujet commun qui nous rassemble. Un sujet qui n'était pas du tout existant en 2019. En tout cas, chacun. Moi, je crois que tout le monde va tomber dans le sujet à un moment ou à un autre. La question, c'est, j'en suis sûr que ça va être que tout le monde a vu ce qui se passe. Ouais, moi, j'ai pas parlé tout à l'heure. Vous m'avez demandé les étapes. Je sais, moi, j'habite dans cet appartement sous les toits. Peut-être vous avez compris, avec le ciel comme ça parisien. Les canicules, comme je suis assez âgé, je voyais bien que c'était jamais arrivé. Ça aussi, ça j'ai été atteint dans ma chair. La perception des 42 degrés il y a 2 ans. Ouais. Et ça, je l'avais jamais vu. Et je suis parisien depuis un moment. Et je me dis, là, il y a un truc. C'est pas de la rigolade, alors, ces trucs que les scientifiques disent dans les journaux et qu'on n'a pas envie de lire parce qu'évidemment, personne n'a envie de lire ça. Et tout d'un coup, je me suis dit. Et donc là, moi, j'étais en tournée en Grèce cet été. En train et en bateau, c'était la fin du monde. C'était la fin de l'Occident, plutôt. C'était la fin de l'Occident. Parce que quand vous arrivez en Grèce, je sais pas, le moindre village, il fait partie de nos connaissances. Et le Zis, je sais pas, Sparte, vous êtes là juste dans la voiture, le bus qui vous amène du port au machin, et vous traversez le Péloponnèse, et c'est tout, le moindre bled, c'est notre culture. Et en même temps, on arrive, ça tout allait bien, là, on reste une semaine, et là, c'est monté à 45, les incendies, et on se demandait comment on allait rentrer. Et je me suis dit, c'est la fin de la civilisation occidentale, c'est le signe. Et c'est là que ça commence à péter. Ça a pété. Bon, voilà. Vous voyez, je suis un peu.
Mais bon, j'ai pas peur de mes visions. J'ai pensé en tout cas. Et je me suis dit, mais putain, comment on rentre? Moi, je veux rentrer à Paris. Je veux pas rester bloqué. Bref, on est passé sous les flammes comme ça, les Canadair. Mais tout le monde y arrivera. Le problème, c'est, putain, si ça, qu'est-ce que, Pas trop tard, quoi. bah, c'est ça, parce qu'on risque de tout perdre beaucoup, 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 beaucoup. Maxime, tu avais levé la main tout à l'heure. Tu as encore une question. Ce que je propose, c'est que ce soit la dernière question. Allez, ouais. On essaye de faire des rencontres pas trop longues, de façon à inviter les gens à pas avoir peur de partir dans le replay. Ok. Juste sur justement le changement et comment les gens peuvent être amenés à avoir ce déclic eux-mêmes. Moi, je crois beaucoup à la perception. Tu cites beaucoup d'auteurs. J'imagine que Latour, j'imagine que Deleuze, voilà. Lui, il parle de percept, c'est Damasio que j'ai vu dans une conf récemment qui en parlait. Et finalement, il dit, lui, il a eu le déclic d'un certain nombre de choses avec Morisot. Bon, il a cette chance de le fréquenter en voyant des traces sur le sol. À travers la danse, en quoi tu penses que la danse sera tu vois, la perception pour les gens et tes spectacles, peut-être, quand tu vois ça? Ouais. Alors, la danse, elle n'y arrive pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce que je disais de manière un peu confuse en disant qu'on se frappait la tête contre les murs. C'est-à-dire que comment parler d'un tel événement aussi inouï, aussi gigantesque, et c'est pour ça que je pense que la philosophie est pratiquement la seule qui a réussi pour l'instant, en tout cas moi qui m'a aidé, et l'anthropologie de manière aussi. Vraiment, là, nous, on n'y arrive pas. Pour l'instant, on n'arrive pas à danser. Ça. Donc, ce que je me suis aperçu, c'est que les spectacles les plus intéressants étaient très souvent discursifs. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à juste danser. Il faut qu'on contextualise. Et on passe par quand même l'élément humain le plus performant de la communication, qui est le langage. On arrive à dire des choses plus fines. Là, je peux donner une impression avec ça, je peux dire des choses, mais sur un problème aussi précis qui est le nôtre, c'est très difficile. Donc, je me suis aperçu que beaucoup d'artistes, et moi y compris, c'est un tel nouveau sujet, une telle difficulté pour le public il y en a on leur dit des choses sur scène et il y en a qui chialent, et puis il y en a qui font comme ça. Ils veulent pas entendre ce qu'on dit. Parce que on se prend tous ça dans la gueule, et c'est difficile pour tout le monde. Et tout le monde n'est pas fichu pareil. Et donc, c'est très, 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 très compliqué. Donc, on dit nouveau récit. Je pense que dans chaque champ, moi, par exemple, ma prochaine pièce, j'adapte Morisot. Théâtre. Il n'y aura pas de danse. C'est théâtre. Et on fait de la philosophie. L'enjeu, c'est de faire de la philosophie, d'incarner la philosophie. Puisque le théâtre, c'est l'incarnation. Il faut des corps, il faut du mouvement, il faut du temps, il faut presque une fable. Et c'est là où j'en suis. Mon prochain projet, c'est ça, quoi. C'est vraiment d'aller à celui qui me semble être le plus, en tout cas, qui a été le plus éloquent. Enfin, moi, carrément, je pense que Morisot m'a sauvé la vie. J'ai aucun doute là-dessus, sans ses écrits. Donc, je suis allé le voir et j'ai demandé. Il y a plein, et je suis pas le seul. Il y a plein de gens il n'y a pas de bonne pièce. Il n'y a aucun écrivain, par exemple. Là, je parle du théâtre. Aucun ce qu'on appelle dramaturge qui écrit des pièces, qui a écrit pour l'instant une bonne pièce là-dessus.
Donc c'est ce que je disais, l'enfance de l'art, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit totalement inconnu avec un sujet que personne n'arrive à formaliser. Il y a quelques films, il y a eu moi j'ai beaucoup aimé il y a même Hollywood qui a fait ça avec Don't Look Up. Là je viens de voir hier les fleurs de Buriti, de Buriti. La fleur de Buriti, qui est un film sur un collectif en Amazonie, qui est magnifique. Mais petit à petit, quoi. Le prochain film de Silver. Le cinéma, c'est pas mal. Le cinéma, ils arrivent à filmer la nature. Mais alors le théâtre, les amis, le théâtre et la danse surtout. La danse, c'est quand même le corps humain. Donc, on a des grosses casseroles. Et le théâtre occidental, ça a été les affaires humaines, qui a fait toute la question du théâtre. Enfin, comme toute d'ailleurs la culture occidentale, c'est les affaires humaines. C'est bien notre malheur. Par exemple, les danses non humaines, c'est clairement qu'on a travaillé que sur les danses les danses savantes occidentales. Parce que en Inde et au Japon et tout ça, ils dansent les éléphants, ils dansent avec les fantômes, ils dansent avec les champignons. Bon. Mais moi, je ne veux pas faire d'appropriation culturelle. Mais de toute façon, ça tombait très bien parce que c'était au Louvre et c'était surtout le problème, c'est la culture occidentale. Donc finalement, ça tombait bien. Mais voilà ma dernière réponse. Un grand merci, Jérôme. Franchement, c'est un moment hyper privilégié, ce petit temps où on a l'impression enfin voilà, on n'est pas très nombreux et cet échange. Non, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, moi, il me fait un bien fou, hein, parce que. Si ça vous fait du bien, si ça vous fait pas du bien et ça vous produit de la pensée, c'est tant mieux. On est là pour ça. Ouais. C'est marrant parce que ce qui m'évoque dans tout ce parcours que j'entends, finalement, tu es passé de quelque chose. Ah bah tiens. Bah oui, Morisot. Montre. C'est lequel? Ah, l'inexploré. C'est de passer d'un parcours, enfin, finalement, j'ai l'impression que tu courais après ce qui était impopulaire, peut-être, mais c'est peut-être que je déforme, hein, mais quelque chose qui est pas un peu exigeant, et finalement peut-être cette façon d'aller dans le bon sens te rapporte à plus de popularité et qui peut-être toi te chamboule en fait. C'est pas quelque chose que tu voulais, mais non, ça je mettre une pièce dans le. Ouais, non. Je dis ça par rapport à une question qu'avait posée Herman à un moment, puisqu'on est en train de travailler. Là, j'en parlais juste avant que tu arrives pour la prochaine Univers Shifté. On prépare une table ronde qui s'appellera Est-ce qu'on aura encore des rockstars en 2050 ? Derrière cette question, c'est toute la dynamique de l'imaginaire du spectateur qui a besoin d'une star bankable, qui a besoin, tu parlais des spectateurs qui préfèrent la troupe qui arrive de je ne sais pas quel pays, alors que d'autres savent très bien faire ça, il y a tout un travail à faire auprès du spectateur, en fait. On parle de nouveaux récits, mais là, c'est de l'imaginaire. Et puis, absolument. Et le gros problème, c'est que la culture, en tout cas en France, elle est toujours au-dessus. C'est le problème qu'on a dans le cinéma et MeToo, hein. Je veux dire, c'est la même chose. C'est cette espèce de fascination pour les artistes qui est évidemment très très confortable pour nous, mais qui est vraiment, je trouve, un problème. C'est comme si l'art était au-dessus des règles presque naturelles, physiques, puisque justement c'est l'imagination, c'est toujours ce fantasme-là. Non, là, je pense que c'est pas juste sur la question de popularité. C'est jamais ça qui m'a. Ah non, mais sans le chercher, hein, sans le chercher. Mais oui, mais c'est pas quelque chose qui t'interroge. Je suis pas je suis pas.
n'y a pas plus de popularité. Enfin, c'est difficile à quantifier, ça, je suis le dernier à pouvoir parler de ça. Je continue à travailler dans le monde entier comme je travaillais avant, et je sens qu'il y a des gens pour qui ma position est critique, et il y en a d'autres qui, au contraire, pensent que c'est juste de faire des spectacles sur ce sujet-là. Ils les invitent. C'est la même. Je vois pas vraiment le changement de. Moi, je le vois pas. Je le vois pas, mais. Non, je pense que j'ai changé d'interlocuteur. Par exemple, je suis pas sûr que vous passiez toutes vos soirées dans les théâtres, mais peut-être je me trompe, je sais pas qui vous êtes, les amis, donc. Mais je parle avec des gens. Avant, je ne parlais qu'avec ces gens-là. On parlait que de théâtre et d'art et d'exposition et de Pompidou et du Palais de Tokyo. Alors le Palais de Tokyo, par exemple, je suis copain avec eux puisqu'ils veulent faire de la permaculture culturelle. Donc voilà. Non, comment vous dire, c'est un réajustement. Voilà, c'est ça. C'est une société différente qui se forme autour de moi. Mes vieux amis, je leur parle plus, mais j'en ai des nouveaux et des plus jeunes, ce qui est vachement chouette d'ailleurs, principalement parce que vraiment les miens, les artistes bourgeois qui sont arrivés et qui veulent plus bouger, c'est la même chose que dans la bourgeoisie généraliste. Et là, c'est vraiment une constellation, c'est une société qui est différente. Et c'est pour ça que quand on me dit que vous voulez me parler, je dis ah ouais d'accord. Mais j'ai rien préparé, j'ai pas fait de recherche sur vous. Si c'est ce sujet-là, celui-là, je le partage parce que je crois que j'étais très très seul à un moment. Bon, on arrête avant de devenir trop sentimental. En tout cas, si vous voulez me parler, moi je suis sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, n'hésitez pas. Voilà. Franchement, un grand merci. Avec plaisir. Je réfléchis. Bon, j'étais un peu confus parfois, mais je réfléchis. Si vous me permettez de réfléchir en même temps, et ça, c'est chouette par vos questions. Et j'ai encore plein de choses à réfléchir.